Salut tout le monde, je m'appelle Adriano Messina, membre de VONC Révolution, la section belge de la tendance marxiste internationale. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction sur l'économie marxiste. Ce sera assez théorique, mais j'espère vous inviter à étudier ceci sérieusement. Tout d'abord, qu'est-ce que l'économie? L'économie cherche à répondre à des questions comme c'est quoi la richesse, d'où vient-elle, pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres, des pays riches et des pays pauvres, comment la production répond-elle ou non aux besoins des gens, d'où viennent les crises. Et l'économie ne traite pas de choses, mais de rapports entre personnes et en dernière instance entre classes. L'économie politique, disait Lénine, ne s'occupe nullement de la production, mais bien des rapports sociaux des individus dans la production, de la structure sociale de la production. Et ces rapports sociaux dépendent de l'époque, du mode de production, et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le capitalisme. Mais pourquoi étudier l'économie? La volonté de remplacer le capitalisme par le socialisme, comme nous avons nous, ne doit pas être basée seulement sur un sentiment d'injustice, mais sur l'analyse des antagonismes de classe, de la lutte de classe, en commençant par la connaissance scientifique du mécanisme d'exploitation et la compréhension des contradictions du capitalisme. Et Marx a fait débuter le Capital par son fameux livre, par la phrase suivante. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une accumulation de marchandises et l'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. Commençons donc par ça. La marchandise. Donc une économie marchande, c'est une économie où chacun produit ce qu'il veut, dans les limites de ses possibilités, bien sûr. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon du système capitaliste, le monde de la libre entreprise. Le producteur, du petit artisan au gros capitaliste, est indépendant. Il décide de manière autonome de produire et il choisit ce qu'il produit. Il ne produit pas dans des biens dont il a besoin pour lui-même ou par quelqu'un de proche. Il produit en fait des biens dont il entend bien se débarrasser par l'échange sur le marché. Et c'est la réussite ou l'échec de cet échange qui détermine la suite de l'histoire. Et de tels biens sont des marchandises. Et sur le marché, tout le monde est en concurrence. Et ce système conduit à un développement inégal qui renforce les inégalités et qui est donc de plus en plus inégal. Et cela conduit à la naissance et au développement du capitalisme. Le capitalisme, en fait, est le système marchand par excellence. Cela veut dire, en d'autres mots, que sous le capitalisme, comme on le voit très clairement aujourd'hui, tout est à vendre. Mais une marchandise, c'est quoi? C'est un objet reproductible, c'est un objet utile qui a une valeur d'usage, et c'est un produit pour l'échange. Une marchandise doit être utile à quelque chose, de quelque manière que ce soit pour en produire d'autres, ou à consommer, pas seulement pour l'estomac, mais aussi pour l'esprit, pour le plaisir, même pour tuer. C'est sa valeur d'usage. C'est ce que Marx a appelé sa valeur d'usage. Et des marchandises différentes par leur valeur d'usage s'échangent dans un certain rapport. Toutes les valeurs d'usage, malgré leurs différences, se valent si on en offre la bonne quantité, si on les échange dans une certaine proportion. Un exemple pour que ce soit plus clair. Un ordinateur et une voiture n'ont rien à voir entre eux du point de vue de l'usage. Mais on peut cependant échanger 10 ordinateurs, c'est un exemple, contre une voiture, et non pas 10 voitures contre un ordinateur. Il y a donc tout un système de proportions dans lesquelles les différentes marchandises s'échangent. Si on échange 10 ordinateurs contre une voiture et 15 voitures contre une maison, on peut aussi échanger 150 ordinateurs contre une maison. Mais comme un ordinateur s'échange, aussi contre 800 pains, on peut échanger une voiture contre 8000 pains et une maison contre 120 000 pains. Donc on voit que la valeur d'échange d'une marchandise, par exemple la voiture, est relative à d'autres. Par exemple des pains et des ordinateurs qui fonctionnent comme équivalents. Il faut donc chercher quelque chose que ces marchandises ont en commun. Et les marchandises s'échangent dans une proportion donnée,
nécessaire qui n'est pas arbitraire. Cette valeur d'échange suppose que ces marchandises, bien que tout à fait différentes, ont donc quand même quelque chose en commun, une même valeur, qui n'est pas leur valeur d'usage, puisque celle-ci est différente. Cette valeur d'échange est la manifestation de quelque chose qu'il y a derrière. Mais quoi? C'est ça la question. Elles ont seulement de cette même valeur une quantité différente. Et si on fait abstraction de leur valeur d'usage, il ne reste des marchandises que d'être le produit d'un travail. Et ça, c'est important. Les marchandises sont le produit d'un travail. Donc, la valeur, c'est le travail. Mais quelle quantité de valeur? On peut mesurer le temps de travail, ou le travail dans le temps, excusez-moi, pas le temps consacré concrètement à la production de telles marchandises, mais le temps de travail nécessaire dans des conditions moyennes ou le temps de travail nécessaire socialement. C'est ce que Marx a appelé le temps de travail nécessaire socialement. J'y reviendrai dans quelques secondes. Et cette valeur, ce temps de travail nécessaire socialement, varie dans l'histoire, en général en diminuant. Le même temps de travail moyen fournit toujours la même valeur, mais si son efficacité augmente, on produit plus de biens dans le même temps, donc la valeur de chacun des biens a diminué. Donc, comme je disais, je vais essayer de préciser ce que je veux dire par le travail nécessaire socialement. Si je construis, par exemple, un banc en 10 heures, et mon voisin, l'entreprise B, construit ce banc en 5 heures, on pourrait dire que mon banc vaut plus que celui de mon voisin, car mon banc contient plus de travail. Mais ce n'est pas comme ça, bien sûr, que ça fonctionne. Si la société, dans une certaine phase historique, avec un certain développement technique et technologique, est capable de produire un banc en 5 heures, alors les 5 heures sont le temps de travail nécessaire socialement. Et toutes les autres entreprises vont devoir s'adapter à ça si elles veulent pouvoir concurrencer cette entreprise. Mon banc n'a donc pas plus de valeur que celui de mon voisin. Si je veux survivre en produisant des bancs, si mon entreprise veut survivre, elle va devoir s'adapter au niveau technique et technologique. Elle va devoir produire des bancs en 5 heures. Donc ça, c'est très important. Et Marx a mis l'accent là-dessus. Maintenant, il faut aussi parler de plus-value et d'exploitation. Et il y a une question centrale. Comment est-ce que les capitalistes s'enrichissent-ils? Les capitalistes pourraient-ils s'enrichir simplement en revendant plus cher ce qu'ils ont acheté ou en achetant moins cher ce que cela ne rapporte, excusez-moi. Et la réponse est oui et non. Non, car si tout le monde revend au-dessus de la valeur, on achète aussi bien sûr en dessus de la valeur. Donc on aurait déjà perdu d'avance à l'achat ce qu'on espère gagner à la revente. Si tout le monde veut acheter moins cher, il faudrait d'abord que tout le monde accepte de vendre moins cher. Et oui, seulement dans un cas très particulier. Et ça c'est très important. Le capitaliste ne paye pas complètement le travailleur pour le travail fourni. Le capitaliste paye donc moins l'ouvrier que ce que le travail de l'ouvrier lui rapporte. Et l'affirmation centrale de l'analyse du capitalisme par Marx, c'est que, comme dans la corvée féodale par exemple, l'ouvrier travaille une partie de la journée pour produire l'équivalent de ses moyens d'existence et une autre partie gratuitement pour le capitaliste. Et c'est cette partie-là qu'on appelle, en fait l'exploitation, qu'on travaille gratuitement pour le capitaliste. Et cette richesse créée gratuitement qui enrichit le capitaliste et permet donc le développement de la société. C'est le surplus, c'est l'accumulation de cette société capitaliste. Mais bien sûr, il faut trouver une marchandise spéciale, qui fait apparaître une valeur qui n'existait pas avant. La valeur, c'est du travail, comme on a dit, et cette marchandise qui crée de la valeur, c'est la force de travail. C'est ce qu'on vend tous les jours à notre patron. C'est notre force de travail, non pas notre travail, mais notre force de travail. Marx a mis l'accent là-dessus. Et la valeur de notre force de travail, c'est le travail qu'on a consacré à la produire. Donc la valeur des biens nécessaires pour sa reproduction.
Je parle de nourriture, logement, vêtements, soins aux enfants, éducation des enfants. Tout ça est nécessaire pour que le lendemain, on puisse retourner au travail et appliquer notre force de travail pour le bénéfice du capitaliste. Et cette valeur est historiquement déterminée. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans, car ce sera peut-être un peu trop complexe pour une première fois. Et ensuite, le salaire, c'est en fait le prix de la force de travail. Donc chaque mois, tu reçois un salaire, c'est le prix de ta force de travail. Le capitaliste achète cette marchandise spéciale qu'est la force de travail et la paye à sa valeur. Mais il ne revend pas cette marchandise, il l'utilise dans le procès de production, d'où il sort une valeur plus grande que celle de la force de travail. Le capitaliste achète des moyens de production et achète de la force de travail, il va au marché, si je peux dire ça ainsi, il achète donc ses moyens de production, il achète la force de travail, et à la fin du processus, il revend le produit. Et on voit que la valeur du produit, c'est tout le travail qui a été incorporé dedans, car la valeur, excusez-moi, d'une marchandise, c'est le travail incorporé dans cette marchandise. Donc, c'est la valeur du travail passé, ce sont les moyens de production, cette valeur a été ajoutée par le travailleur dans les nouvelles marchandises, plus la valeur du travail nouveau. La valeur nouvelle créée dans le processus qui correspond au temps de travail utilisé dans cette production. Or, ce qu'on voit, c'est que cette valeur nouvelle créée par la force de travail est plus grande que la valeur de la force de travail. Par exemple, pour que ce soit plus clair, en une journée de 8 heures, le travail, la mise en œuvre de la force de travail produit des marchandises, disons, d'une valeur de 20 heures, si on parle en temps, dont 12 heures sont de la valeur ancienne. Ces 12 heures ont déjà été incorporées dans les moyens de production, les machines, etc. Et 8 heures de valeur nouvelle, la journée de travail. Mais cette force de travail, ta force de travail, ne vaut par exemple que 4 heures. Et cette valeur, comme je l'ai déjà dit, c'est la valeur des marchandises que tu as besoin par jour pour vivre et élever par exemple les enfants qui te remplaceront. Et c'est cette différence, 8 heures de travail, mais 4 heures de travail pour reproduire ta force de travail, donc ton salaire, c'est ça qui forme la plus-value. Donc en d'autres termes, dans une journée de 8 heures, après disons 4 heures de travail, le travail salarié a produit l'équivalent de ce qu'il va recevoir pour vivre. Par exemple, 80 euros. C'est donc comme s'il avait travaillé pour son propre compte pour produire lui-même ses moyens d'existence. Et on appelle, ou Marx appelle ça, le travail nécessaire. Et le travailleur peut se dire, j'ai produit ce qui est nécessaire pour moi, j'arrête de travailler. Mais ce n'est pas comme ça. La journée, elle continue. Le travailleur qui a fini de produire l'équivalent de ses moyens d'existence continue à travailler, et c'est alors en fait comme s'il travaillait pour rien, gratuitement pour le compte du patron. Donc à côté du travail nécessaire, on parle aussi de surtravail. Et cette valeur créée correspond à la plus-value. Et ça c'est très important, car c'est ça qui intéresse le capitaliste. On peut donc dire que la plus-value, c'est le travail non payé des travailleurs. C'est de l'exploitation, alors que toutes les marchandises sont payées à leur valeur. Cette force de travail, elle, produit plus de valeur que ce qu'elle reçoit. Et l'exploitation, ce n'est donc pas une tromperie de l'un ou l'autre capitaliste, ou des mauvaises conditions fournies par l'un ou l'autre, c'est en fait inscrit dans le système même du capitalisme. C'est inhérent au capitalisme. C'est ça que les marxistes appellent l'exploitation du système capitaliste. Je récapitule pour que ce soit clair. Les marchandises ont une valeur d'usage et une valeur d'échange. Pour échanger les marchandises, il faut une valeur en commun, et Marx dit que cette valeur en commun, c'est le travail. Toutes les marchandises sont le produit du travail. La valeur d'une marchandise, c'est donc le travail socialement nécessaire à la production de cette marchandise. Et la force de travail aussi est une marchandise, mais une marchandise assez spéciale.
elle produit plus de valeur qu'elle n'en contient. On dit en fait que sa valeur d'usage est plus grande que sa valeur d'échange. Et c'est ici que réside le secret du profit capitaliste. Le profit, cette plus-value, c'est le travail non payé des travailleurs. Et l'augmentation de la plus-value, c'est le fondement de la politique patronale dans l'entreprise. Tous les patrons veulent augmenter cette plus-value. Et il y a plusieurs façons pour le faire. On peut allonger, ou le patron peut allonger le temps de travail, ce qui épuise la force de travail, ce qui épuise le travailleur par des horaires trop longs. Et on voit donc qu'historiquement, et encore aujourd'hui, il y a une lutte pour la réduction du temps de travail. Et c'est un rapport de force, c'est la lutte des classes. Quand le gouvernement décide d'augmenter l'âge de la pension, l'âge de la retraite à 67 ans, c'est en fait un allongement du temps de travail. Ensuite, il y a aussi l'intensification du travail. Ce que les capitalistes ne peuvent plus obtenir par l'extension de la journée de travail, ils tentent de l'avoir par une plus grande intensité. Car bien sûr, il y a une limite à l'extension de la journée de travail. Et cette plus grande intensité se traduit par du travail, par exemple, uniquement s'il y a des commandes, avec énormément de flexibilité, c'est ce que notre gouvernement aime, la flexibilité, le just-in-time, une hausse de la charge de travail, l'incorporation de tâches de qualité. Donc il y a plusieurs façons pour augmenter cette intensité. Et bien sûr, cela occasionne du stress, la fatigue, l'épuisement, des maladies, mal de dos, mal de tête, et c'est quelque chose de très actuel. On voit que les travailleurs sont épuisés. La plupart des travailleurs sont épuisés. On parle de burn-out, par exemple, qui est dû à cette intensification du travail. Le capitaliste, le patron, peut aussi augmenter la productivité. Par exemple, en utilisant plus de machines. Ce qui permet le progrès technique et social, mais ça permet aussi, dans les mains du capitaliste, ou ça sert surtout dans les mains du capitaliste, à augmenter la plus-value, donc l'exploitation. C'est à ça que sert la technologie au sein du système capitaliste, et non pas à réduire le temps de travail de toute la société pour qu'on puisse faire d'autres choses. Non, la plus-value, c'est ce qui est plus important. C'est pour ça qu'on dit souvent, sous le capitalisme, c'est la production de profit qui compte, et non pas la production de besoins sociaux ou de besoins sociaux ou en faisant attention aux besoins écologiques, etc. C'est le profit qui compte. Ce que les capitalistes peuvent faire aussi, c'est baisser les salaires sous la valeur de leur force de travail. Bien sûr, il y a un problème avec ça, c'est que la reproduction de la force de travail est mise en danger. Si un travailleur n'a pas assez, après sa journée de travail, s'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir s'offrir tout ce dont il a besoin pour pouvoir survivre, il y a un problème. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une armée industrielle de réserve, ou ce que Marx appelait l'armée industrielle de réserve. Ce sont les gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, et qui en fait font en sorte que les salaires diminuent. Car si en tant que travailleur, tu oses réclamer, le patron te le dit très clairement, si tu n'es pas content, tu pars, et il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des luttes pour les hausses salariales, pour être en fait payés à leur propre valeur, à la valeur de leur force de travail. Et donc la thèse centrale de ce que je viens de dire, c'est que pour augmenter leurs profits, les capitalistes doivent tirer de plus en plus de plus-value en fait des ouvriers. Donc accroître leur exploitation. Et l'essor du capitalisme vient d'une plus grande exploitation de ces travailleurs. Et le capitalisme connaît énormément de contradictions. Et je vais essayer d'expliquer la contradiction principale. Comme je l'ai déjà dit, la plus-value, c'est le travail non payé des travailleurs. Et une des contradictions majeures du capitalisme réside donc dans le problème évident que la classe ouvrière, en tant que consommatrice, doit pouvoir acheter ce qu'elle a produit. Mais dans la mesure où elle ne reçoit pas, sous la forme du salaire, la pleine valeur de son travail, elle n'en a pas les moyens. C'est très clair. Les travailleurs produisent énormément de marchandises, ils produisent plus de valeur
que ce qu'ils reçoivent en forme de salaire et ils n'arrivent donc pas à racheter toutes ces marchandises. Et les capitalistes cherchent à résoudre cette contradiction en réinvestissant de la plus-value dans les forces productives, ce qui veut dire que les capitalistes, eux aussi, ont une certaine consomment, et ils consomment en achetant par exemple des forces productives pour continuer à produire encore plus. Les capitalistes s'efforcent également d'écouler leur excédent sur le marché mondial et ils sont en concurrence avec les capitalistes des autres pays. C'est vraiment cette lutte acharnée que les capitalistes ont pour avoir accès au marché. Mais il y a des limites à cela, puisque tous les capitalistes de la planète se livrent au même jeu. Il y a aussi une autre façon, c'est l'encouragement du crédit. Les capitalistes encouragent le crédit à travers le système bancaire de façon à augmenter artificiellement le pouvoir d'achat de la population et stimuler ainsi la vente des marchandises qui autrement n'auraient pas trouvé preneur. Si vous avez une carte de crédit, vous avez plus de possibilités d'acheter, même si en fait vous n'avez pas encore l'argent. Mais cela aussi, excusez-moi, a des limites, car les crédits doivent finalement être remboursés avec en prime des intérêts. Et c'est pourquoi, périodiquement et de façon régulière, les phases de croissance sont suivies par des périodes de récession, car la lutte fiévreuse pour des parts de marché provoque une crise de surproduction. Le caractère destructeur de ces crises, car ces crises ont un caractère destructeur, s'accompagne en fait d'une destruction massive de capital accumulé. C'est la fermeture d'usines, l'abandon de secteurs d'activité, et c'est une indication suffisante qui prouve que le système capitaliste est dans une impasse. Ce qu'on voit régulièrement, c'est que la société a énormément de moyens de production, des moyens pour produire des richesses, elle a aussi des travailleurs, mais ces deux-là ne se connectent plus. Comme le capitaliste ne peut plus produire de profit, car même s'il produit des marchandises, il n'arrive plus à les vendre, il va donc arrêter, il va fermer son usine, les travailleurs vont être mis au chômage, et on voit donc un fameux problème, et c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a connu en 2008, et c'est ce qu'on connaît actuellement, avec le coronavirus qui a été le catalyseur de la crise qui nous attend. Et donc, au final, c'est une crise de surproduction. Les travailleurs n'ont pas assez d'argent pour racheter tout ce dont ils ont produit. Et on voit là vraiment l'absurdité de ce système capitaliste. Et la conclusion qu'on peut tirer de notre analyse est assez radicale. Et Marx suggère très clairement que la seule voie durable pour poursuivre le développement économique est de mettre fin à cette contradiction fondamentale et donc au capitalisme lui-même. Et c'est pour ça que énormément d'économistes bourgeois aujourd'hui rejettent la théorie de Marx. Car cette théorie de la loi de la valeur nous ramène immédiatement, si on en tire les conclusions, à des conclusions radicales, où les travailleurs essayent de renverser ce système. Et donc, je vais terminer par ça. J'ai essayé en peu de temps de vous donner les idées de Marx sur l'économie. Et ces idées sont le résultat d'une longue période de développement économique et méritent donc d'être étudiées, non pas ou pas seulement par curiosité intellectuelle, mais surtout pour comprendre le système capitaliste dans son ensemble, et avec cette connaissance, lutter pour le renverser. Et c'est pour ça que je vous invite à faire deux choses. Étudier l'économie marxiste et rejoindre notre organisation qui a comme but de faire tomber ce système capitaliste et d'aller vers une société sans toutes ces contradictions absurdes qui est ou qui sera le socialisme. Je vous remercie.